On dit souvent que la trahison fait mal, mais personne ne vous prépare à ce type de trahison-là. Celle qui vous détruit de l'intérieur, lentement. Celle qui vous arrache votre dignité, votre foi, votre identité. Celle qui vous laisse en vie mais vide. Je suis chrétien évangélique. Mais avant tout, j'étais un homme brisé. Quand je suis entré dans cette église ce jour-là, je ne cherchais pas l'amour, je cherchais la paix. Je sortais d'une relation qui m'avait vidé de toute confiance. J'étais fatigué, méfiant, presque fermé à toute émotion. Et puis, je l'ai rencontrée. Cette magnifique femme qui allait devenir ma femme 1 an après. Elle dégageait quelque chose de rare. Une douceur, une foi, une lumière. Elle parlait de Dieu avec une conviction qui me touchait profondément. Elle ne cherchait pas à séduire, elle cherchait à élever et me rétablir de mon chagrin. Et moi, j'étais en train de tomber amoureux sans m'en rendre compte. Nous ne nous sommes pas mis en couple immédiatement. Non. Nous avons pris le temps de nous connaître. Et plus je la découvrais, plus je voyais en elle une femme exceptionnelle, un ange, toujours attentionnée, toujours à me parler de Dieu, de l'importance du mariage, de la foi. J'étais chrétien, oui, mais pas vraiment engagé. Elle m'a rapproché de Dieu. Elle m'a transformé. Grâce à elle, énormément de choses ont changé dans ma vie. Nous passions nos week-ends à l'église, à suivre les enseignements, et j'étais fier de l'homme que je devenais. Pour moi, elle était la personne idéale pour construire une vie, un foyer, une famille. J'ai été promu directeur dans un département du Trésor. Et pour moi, avec ce niveau de responsabilité, il fallait une vie stable, un mariage solide. Nous nous sommes mis en relation, et pour moi, avant qu'elle ne vienne rester chez moi, ou avant que j'aie des rapports sexuels avec elle, je devais la marier car c'est ce que disait la Bible, et c'était logique. Alors je l'ai épousée. Nous nous sommes mariés en 2020. Par la grâce de Dieu, j'ai pu lui offrir un magnifique mariage. Ma femme étant orpheline de père et de mère, c'est le cousin de son père qui l'a élevée et est devenu comme un père pour elle. Il avait un fils âgé de 2 ans de plus que ma femme et elle le considérait comme son meilleur ami. Je l'avais rencontré plusieurs fois. Un homme calme, poli, respectueux. Du moins, c'est ce que je croyais. Mais cet homme était en réalité l'amant de ma femme. Ma femme avait la licence mais ne travaillait pas. Je l'ai fait intégrer le Trésor afin qu'elle puisse avoir une vie stable pour pouvoir prendre soin d'elle-même et de sa famille, même si je lui donnais déjà tout. Je suis à un poste très stratégique au Trésor, ce qui m'emmène à énormément voyager à l'intérieur comme à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Nous vivons dans une grande maison dans la cité Sina Trésor, juste en face de l'école internationale française Jules Verne à Cocody. Ma femme était fatiguée de rester seule, malgré le fait qu'il y avait un gardien et une femme de ménage. C'est ainsi qu'elle m'a fait la proposition, afin que le fils du cousin de son papa, qui est son meilleur ami, vienne rester quelque temps à la maison pour qu'on puisse l'aider à trouver du travail, puisqu'il avait des diplômes mais ne trouvait rien. Pour elle, ça allait être une façon de remercier le cousin de son père, qui était devenu un père pour elle, car c'est lui qui l'a scolarisée et a tout fait pour elle depuis la classe de CE2, après le décès de ses 2 parents dans un accident de circulation. Je n'ai pas trouvé de mal à ça, et je me suis dit aussi qu'il allait occuper ma femme les week-ends, puisque moi je voyageais énormément. Il est venu s'installer chez nous à la maison, et ma femme était redevenue cette femme joyeuse et encore plus aimante. J'ai pu trouver du boulot pour lui dans la société d'un ami à moi, et il avait commencé à travailler 1 mois après. Ma femme avait décidé qu'il reste encore avec nous, le temps de pouvoir économiser assez d'argent pour se prendre une maison, car la vie à Abidjan est difficile. Pour moi, il n'y avait aucun problème, car il s'agissait du frère de ma femme, et la maison est grande. Mais je n'aurais jamais dû accepter cela, car c'était la plus grande erreur de ma vie. Ma femme était de plus en plus joyeuse et heureuse car elle couchait avec lui, s'envoyait en l'air avec lui dans ma maison, sur notre lit conjugal sans problème, et tout ça pendant que j'étais en voyage en train de lutter pour lui donner une meilleure et parfaite vie. Un jour, la servante les a surpris. Elle a essayé d'attirer mon attention, car c'était une jeune fille qui se battait énormément pour gagner de l'argent, pour soigner sa mère souffrant d'un cancer du sein avancé. J'avais dit que j'allais l'aider et je payais les soins d'hôpital de sa mère.
Mais elle m'a dit qu'elle ne voulait pas que je l'aide gratuitement et qu'elle allait travailler chez nous comme femme de ménage. Elle ne m'a pas dit ouvertement ce qui se passait dans ma maison en mon absence, mais elle m'a dit d'avoir un œil sur ma femme et son frère. Quand j'ai parlé de ça à ma femme pour savoir ce qui se passe, une semaine après, c'était que des disputes entre elle et la femme de ménage. Ma femme disait qu'elle est impolie, qu'elle lui manque de respect maintenant et ne fait plus ce qu'elle dit, et qu'elle ne voulait plus d'elle, et qu'elle-même allait s'occuper de la maison maintenant, même si elle était un peu prise au boulot. C'est ma femme, je l'aimais et je ne pouvais pas aller contre sa volonté, surtout qu'il s'agissait de la gestion de la maison. J'ai demandé gentiment à la jeune fille de ne plus venir travailler et que j'allais toujours lui envoyer de l'argent chaque fin du mois pour elle et les soins de sa mère. Je pensais bien faire et surtout ne pas contrarier ma femme, car je n'aimais pas la voir triste. Mais en réalité, c'était plutôt un coup monté de ma femme, car elle allait pouvoir librement continuer à faire l'amour avec son amant dans ma propre maison et sur notre lit conjugal. Des mois après le départ de la fille de ménage, elle m'a appelé pour me demander de mettre une caméra cachée au salon et dans notre chambre. Ça me permettrait de comprendre énormément de choses puisque je ne suis jamais là. Et bien sûr, si je voulais savoir ce qui se passe. Au début, je ne voulais pas le faire car je faisais énormément confiance à ma femme, qui est une femme très ancrée dans la religion et avec de très grandes responsabilités dans notre église. Mais après ce que notre ancienne fille de ménage m'avait dit, revenait tellement dans ma tête qu'une fois je suis rentré de voyage un week-end sans prévenir ma femme, et j'étais venu les trouver dans une position un peu bizarre au salon. Mais mon idée n'est pas allée loin. Quand j'ai installé les caméras cachées à des coins qu'elles ne pouvaient même pas imaginer, ce que j'ai vu m'a déchiré le cœur en 1000 morceaux. J'ai vu ma femme en train de faire l'amour avec son amant, qui est censé être son frère, dans des positions qu'elle n'a jamais réalisées avec moi sur notre lit conjugal, et même dans mon salon comme une vraie prostituée professionnelle. Je n'en croyais tellement pas. Il y avait une conversation où ils étaient en train de parler de leur amour depuis qu'ils sont en classe de 3e et que personne n'allait pouvoir les séparer. Que moi, j'étais la clé pour pouvoir s'enrichir et que lorsque j'allais mettre certains biens à son nom et terminer la maison de ses parents, que j'ai promis, elle allait demander le divorce. Elle utiliserait comme motif que je ne suis jamais présent pour elle, que je suis toujours en voyage et que j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie, avec des preuves qu'elle avait déjà commencé à monter de toutes pièces. J'écoutais et regardais les enregistrements de la caméra et je n'en croyais tellement pas à tout ça que je me demandais si c'était vraiment cette femme pieuse et très chrétienne qui me faisait ça. Dans leur échange, elle disait que c'est lui qui a pris sa virginité, que je n'ai jamais été son genre d'homme, je n'arrive pas à la satisfaire et qu'il est meilleur que moi au lit, qu'il restera le seul et unique homme de sa vie. Des personnes pour qui j'ai tout fait, voilà comment est-ce qu'ils me remerciaient, et le comble c'est que leur famille était informée de tout ce qui se passait. Je suis rentré avec le cœur meurtri. J'ai montré les vidéos à son amant et elle. Ils ne savaient pas quoi dire. Ils étaient remplis de honte, de pitié. Son amant a quitté ma maison en courant. Elle était en train de me demander pardon, qu'elle ne savait pas ce qu'il avait pris, qu'elle était sous l'emprise du diable. Elle-même, elle ne veut pas me perdre tout en étant en pleurs. Je lui ai demandé tout simplement de quitter ma maison et je ne voulais plus jamais avoir affaire à eux. Sinon, j'allais les tuer et publier toutes les vidéos sur Facebook. Ils ont ramassé leurs affaires et ont quitté ma maison. J'ai tout raconté à mon meilleur ami avec les preuves à l'appui. Il m'a énormément aidé à vivre tout ça, sinon je me serais suicidé. Elle a signé les papiers du divorce fin 2024 et je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Nous avons eu un enfant qui a maintenant 5 ans. J'ai gardé l'enfant avec moi car c'était le meilleur cadeau qui me restait de toutes ces atrocités que j'ai vécues, et c'était cette magnifique fille qui m'aidait à oublier un peu ce chagrin. Mais avec tout ce qui se passe sur Internet actuellement, j'ai décidé d'aller faire le test ADN le vendredi 17 avril 2026 pour être sûr que c'est mon enfant, même si cette magnifique petite fille me ressemble énormément.
Les résultats sont arrivés et l'enfant n'est pas de moi. Ça a complètement anéanti ma vie, car malgré tous les traits de ressemblance, l'enfant n'est pas de moi. Je l'ai appelé pour lui dire de venir prendre son enfant, car je ne me vois pas en train de m'occuper d'un enfant qui n'est pas de moi. Je suis vraiment anéanti. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? J'essaie d'être fort, mais là je suis à deux doigts de m'ôter la vie et je ne veux plus entendre parler de femme.